Tout d'abord, définition. Quelle est la différence entre sensitif et sensoriel? La différence, alors, vous verrez que dans le langage courant, il y a large confusion entre les deux domaines, le domaine sensitif et le domaine sensoriel. C'est simplement une question de répartition des récepteurs. Soit un système possède des récepteurs de manière diffuse, ubiquitaire. Exemple, les récepteurs de la sensibilité, le tact, les mécanorécepteurs, bon, il y en a partout. Donc ici, on est dans le cadre du domaine sensitif. Soit les récepteurs sont concentrés dans un organe, comme les cônes et les bâtonnets dans la rétine, comme les bourgeons gustatifs, au niveau de la langue, pour la gustation, etc. Donc là, les récepteurs, évidemment, ne sont pas ubiquitaires. Voilà la différence entre les deux systèmes, focalisés en un organe ou ubiquitaires. D'autre part, il faut bien séparer ce qui ressort du domaine conscient et du domaine inconscient. Vous l'avez déjà vu que, par exemple, dans le cervelet, vous avez un certain nombre d'informations issues, par exemple, des muscles, des récepteurs tendineux, des articulations, et qui donnent un état de la réalisation de la motricité, l'état de l'activité de la moelle et des muscles, et qui remontent au cervelet pour dire, voilà, le mouvement est en train de se dérouler, et je le compare à ce que je voulais, et ça marche bien, c'est exactement ce qui se passe comme je l'avais prévu. Bon. Mais ça, c'est inconscient dans votre cervelet. Quel est le critère de la conscience? Sur quel critère on va le dire? C'est simplement que le niveau est dit conscient lorsqu'il est, il est verbalisé, tout simplement. C'est un accès au langage des sensations, un accès au langage, et dans ce cas-là, il est conscient. Nous verrons que la sensibilité consciente. Dans cette sensibilité consciente, il faudra quand même séparer, là je n'ai peut-être pas bien exprimé ici, la sensibilité somatique, soma le corps, et la sensibilité viscérale. Car nous verrons que les viscères peuvent entraîner des douleurs. Tout le monde connaît le cas du cœur, l'infarctus, etc., les douleurs du côté gauche, dans le bras gauche, etc., je vous en reparlerai. Et il y a effectivement une sensibilité viscérale, mais qui est consciente, dans la mesure où on perçoit les projections de ces douleurs sur le corps. On va donc séparer dans la sensibilité consciente une sensibilité qui est dite extéroceptive, c'est-à-dire sensibilité très superficielle, c'est tous les mécanorécepteurs, le tact, extéroceptive, et une sensibilité profonde. La sensibilité profonde est liée à des récepteurs qui sont situés au niveau des muscles, au niveau des tendons, etc. Et vous avez, par exemple, dans la sensibilité profonde, le sens de position segmentaire des membres. C'est-à-dire que quand je suis dans une position donnée, eh bien, je sais que je suis en abduction, flexion, les yeux fermés. Je connais la position de mon corps, je connais la position des segments de mes membres, les yeux fermés, parce que j'ai des informations sur l'étirement de mes tendons, sur la position de mes articulations. C'est de la sensibilité profonde. D'ailleurs, dans l'examen neurologique, vous le faites, vous prenez, vous dites, est-ce que là, la main, elle est en haut, elle est en bas, etc. Ou alors, vous prenez, pour la palesthésie, PA2L, la palesthésie, vous prenez un diapason, merci, et vous prenez un diapason, vous le mettez sur l'os, sur une malléole, ça vibre pas. C'est la sensibilité vibratoire, fait partie de cette sensibilité profonde, la proprioception. On y ajoute évidemment la sensibilité à la douleur, la nociception. Nocere, du latin nocere, qui atteint l'intégrité de l'individu, eh bien la nociception, c'est la douleur qui est liée à beaucoup de stimuli, que ce soit des stimuli mécaniques, thermiques ou chimiques. Donc, on verra tout ça, évidemment, il y a des récepteurs spécifiques pour chacun. Et enfin, la sensibilité viscérale, j'en ai parlé, en cas de lésion des organes, on a des douleurs qui se projettent. Alors, là encore, une autre idée très importante, c'est les territoires sensitifs. Donc, tout ce qui est systématisation. Attention, les grandes voies de la sensibilité que nous allons voir vont prendre en charge un hémicorps, comme d'habitude.
D'autre part, les grandes idées, rappelez-vous, à chaque fois, ces grandes voies vont croiser la ligne médiane. 1, c'est l'hémicorps. 2, ça croise la ligne médiane. Autre idée clé, la face n'est pas prise en charge par ces grandes voies de la sensibilité, puisque la sensibilité de l'hémiface, enfin de la face si vous voulez, est prise en charge par un nerf crânien. C'est le nerf trijumeau. Donc si on étudie la sensibilité complètement de l'hémicorps, on a les grandes voies qu'on voit aujourd'hui, plus le trijumeau pour l'hémiface. Comme ça, vous avez l'hémicorps et l'hémiface. Enfin, il va falloir aussi comprendre qu'il y a deux niveaux de perception, enfin deux niveaux d'interprétation de ces stimulations. Soit d'abord le niveau de la sensation. La sensation, elle est assez brute. C'est simplement la conscience des stimuli. Donc le stimulus est converti au niveau d'un récepteur. Les influx nerveux remontent jusqu'au cortex. Là, une sensation va être mise en évidence par l'activité corticale. Mais au-delà de ça, il y a la perception, c'est-à-dire comment on va interpréter et tolérer donc ces stimuli, cette douleur, ou cette sensation, tout simplement. Et c'est là où on verra que le système limbique, ce système du gyrus singulaire, de l'hippocampe, etc., le système limbique, qui a un rôle important sur le plan émotionnel, eh bien on va voir comment ce système limbique vient colorer l'interprétation de la sensation. Et c'est pour ça qu'il y a des projections, et notamment de la douleur, sur le système limbique. Et c'est pour ça que des gens sont sensibles à l'effet placebo, sont sensibles à l'hypnose, et qu'on peut faire varier le seuil de tolérance en fonction de données autres qui sont des données d'ordre psychologique, émotionnel. Dans un état de grande dépression ou dans un état particulier, on peut très bien être plus sensible à, voyez, ou au contraire, dans un autre état opposé, on peut être plus résistant donc à ces stimuli. Voilà. Donc vous voyez l'interprétation qui est liée à l'activité du système limbique. Alors nous allons travailler là sur la sensibilité consciente et donc le système lemniscal. Le système lemniscal, alors ça c'est la sensibilité très fine, très superficielle, et qu'on va appeler encore le système de la colonne dorsale. Donc ça, vous verrez dans les articles anglo-saxons, c'est le système de la colonne dorsale, dorsal column system et lemniscus médial. Voilà. Alors, il va véhiculer ce système extrêmement rapide, parce qu'il est très myélinisé, extrêmement rapide, du fait de sa myélinisation. C'est des fibres de type 1A notamment, j'en reparlerai après, vont véhiculer un tact très très précis, le tact épicritique, et puis en même temps la sensibilité profonde, donc j'ai mis sensibilité profonde, la proprioception qui va avec. Bon. Dans un second temps, on va voir le système de la douleur. Et ce système de la douleur, les anglo-saxons l'appellent antérolatéral parce qu'il est dans le cordon antérieur et latéral de la moelle, donc système antérolatéral. Et là, nous verrons la voie spinothalamique, spinothalamique, spinoréticulaire et bien d'autres voies. Très intéressant, il y a beaucoup d'applications ici du fait de l'impact de la douleur, bien sûr, dans les pathologies. Mais on y reviendra. Alors, il existe une organisation commune à ces grandes voies de la sensibilité, quelle qu'elle soit. C'est qu'il existe, en fait, 3 neurones et 2 relais. Ça, c'est la base. Donc, 3 neurones et 2 relais. Les relais étant des noyaux intermédiaires, c'est-à-dire que le premier relais, qu'est-ce que c'est? C'est tous les corps cellulaires des deuxièmes neurones qui sont ensemble, et ils forment un noyau. C'est les corps cellulaires du neurone suivant. Ils sont bien regroupés, ils forment un petit noyau. Voilà. Puis après, il y a les axones qui continuent. Donc, voilà, c'est ça qui est important. Alors, prenons ce schéma général. 3 neurones. Le premier neurone est toujours un neurone périphérique. Un neurone périphérique. Alors ici, je fais N1, premier neurone, et vous savez que les neurones périphériques sont de type pseudo-unipolaire. Et en fait, les deux pôles dendritique et axonal
Hein, les deux prolongements se réunissent près du corps cellulaire, et c'est pour ça qu'on a un neurone qui est pseudo-unipolaire. Bon. Et bien sûr, tous les corps cellulaires ici qui sont regroupés, eh bien, forment le renflement de la racine dorsale, qu'on appelle le ganglion spinal ou ganglion rachidien, c'est la même chose. C'est le premier neurone, le neurone périphérique. Les informations sont bien sûr issues d'un récepteur, un récepteur qui est à la périphérie, un récepteur cutané, qui a ce rôle de transduction d'un signal extérieur à un signal mécanique, chimique, thermique, qui va donc faire la transduction de ce signal en un signal nerveux, le potentiel d'action, qui est véhiculé jusqu'au corps cellulaire, et l'axone qui va pénétrer alors dans la moelle spinale, on voit ici, va atteindre plus tard le deuxième neurone qui est dans le système nerveux central. Vous voyez que pour l'instant, on est homolatéral, ou ipsilatéral si vous voulez, homolatéral. Arrivé dans le système nerveux central, le but, c'est de faire relais avec le deuxième neurone, R1, premier relais. Et ça, alors vous verrez où. Soit on fait relais tout de suite, soit on fait relais plus loin. On verra. Ce deuxième neurone ici, tous les corps cellulaires donc sont regroupés pour former le relais. Le noyau gracile, le noyau cunéiforme, etc. Hein, on va voir. Et alors, l'axone du deuxième neurone va croiser la ligne médiane. Là, il va passer de l'autre côté. Et ça, c'est fondamental. Il faut connaître le niveau de croisement pour comprendre la pathologie médulaire et la pathologie des voies de la sensibilité. Donc, c'est la décussation. La décussation, c'est le deuxième neurone, c'est le neurone donc central. Car, à partir du deuxième neurone, on est dans le cadre d'un neurone central, d'une voie centrale. Alors que le premier neurone, c'était les nerfs périphériques, système nerveux périphérique, hein, qui rentraient, qui passaient ensuite dans le plexus, et puis après, voilà, ensuite dans les racines, là vous ne voyez pas sine, bon, dans les racines, et enfin dans la moelle. Alors, ce deuxième neurone va avoir une cible, ensuite, qui est le thalamus. Le thalamus est la cible de toutes les voies sensorielles. Toutes ont un relais obligatoire sur le thalamus. Et il n'y en a qu'une qui fait exception, parce qu'elle est très ancienne en termes d'organisation, c'est l'olfaction qui ne passe pas par le thalamus. Donc toutes les voies visuelles, auditives, sensitives, douleur, pas douleur, etc., toutes ces voies ont un relais au niveau d'un des noyaux du thalamus, car le thalamus est un complexe nucléaire. On l'avait dit, c'est un véritable complexe nucléaire. Donc voici, ici, ce thalamus. Eh bien, effectivement, le noyau thalamique, qu'est-ce que c'est le noyau thalamique? C'est l'ensemble des corps cellulaires du troisième neurone qui reçoivent l'info et qui forment le noyau relais. C'est surtout les corps cellulaires du troisième neurone de la voix. Alors ce troisième neurone, il va bien du thalamus au cortex, et donc c'est ce qu'on va appeler le neurone thalamo-cortical. Le neurone thalamo-cortical. Ça, c'est très important. Projection sur le cortex, le relais obligatoire sur le thalamus, très organisé, et la projection sur le cortex. Vous verrez que sur le cortex, il y a des aires de la sensibilité, les aires de l'audition, les aires de la vision, etc. Donc là, bien sûr, dans la sensibilité, c'est le cortex pariétal qui va recevoir l'essentiel des infos. Mais pour la douleur, on va aller sur l'insula, sur le gyrus singulaire, vous voyez, il y a d'autres régions qui vont contribuer. Donc voilà, au total, 3 neurones, 2 relais, un croisement sur le deuxième neurone, décussation, et une cible pariétale. Voilà les mots-clés qu'on doit absolument connaître pour bien comprendre après la sémiologie donc des voies de la sensibilité. On peut maintenant commencer la voie lemniscale, la voie de ce système du lemniscus médian, la voie lemniscale, ce système qui va véhiculer les sensibilités les plus fines et les plus rapides, épicritiques et profondes. Alors, évidemment, je ne peux pas faire autrement que de dire que cette voie est organisée en 3 neurones et 2 relais, évidemment. Donc là, je vais mieux préciser cette organisation. Le premier neurone, je vais prendre que 3 secondes pour en parler, parce que c'est le neurone périphérique. Le neurone périphérique, pseudo-unipolaire, qu'on a vu tout à l'heure. Simplement, il faut savoir que l'axone, donc
pénètre dans la racine dorsale, évidemment, hein, puisque c'est le premier neurone. L'axone va atteindre le cordon postérieur. C'est pour ça que la voie lemniscale, on l'appelle aussi la voie de la colonne dorsale. Colonne dorsale, je l'ai dit tout à l'heure. Dorsale, vous m'avez compris. Voilà. Donc cet axone pénètre dans la colonne dorsale, hein, c'est-à-dire dans le cordon dorsal en arrière, et va monter sans faire relais, toujours du même côté, monte dans les cordons dorsaux. Alors, vous voyez que là, il y a une somatotopie. Imaginez qu'on est dans la moelle très basse, la moelle sacrée. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les premières fibres qui arrivent, elles vont arriver tout contre le septum qui est au milieu. Ça, c'est les fibres sacrées. Puis après, les fibres qui arrivent en lombaire vont se positionner plus en dehors des sacrés, c'est les lombaires. Puis après, les thoraciques, puis les cervicales. Donc c'est normal. Les premières arrivées sont contre le septum, en dedans, et en dehors, c'est les dernières arrivées. C'est les fibres d'origine cervicale. Donc, on a deux gros faisceaux dans les cordons dorsaux. Le faisceau qui est en dedans, qu'on appelle gracile. Voilà, ça, c'est les membres inf. Oula. C'est le membre inférieur. Et l'autre faisceau, c'est le faisceau cunéiforme. Et là, c'est surtout membre supérieur et tronc, qui est sensibilité donc de la membre supérieure, du membre supérieur et du tronc, d'accord, qui est véhiculé dans le faisceau cunéiforme. Gracile en dedans, cunéiforme en dehors, qui donc représente une somatotopie, hein, des voies sensitives. Sacré en dedans, cervical en dehors. Donc pour l'instant, c'est toujours le premier neurone, le neurone périphérique, qui envoie ces informations du même côté et qui monte directement sans relais dans le cordon postérieur de la moelle spinale. Arrivé tout en haut de la moelle spinale, juste à la jonction avec la moelle allongée, le bulbe bas, si vous voulez, la région du bulbe, à la jonction avec la moelle allongée, le bulbe bas. Eh bien, en arrière, on voit en bleu foncé les fibres qui arrivent. Alors, je vais peut-être changer de couleur, voilà. Donc les fibres, elles arrivent là-dedans, gracile et cunéiforme. Et puis arrivées là, eh bien, elles ciblent les noyaux, que voici, c'est-à-dire les corps cellulaires du deuxième neurone qui se retrouve à ce niveau, à la jonction entre la moelle et la moelle spinale et la moelle allongée. Hein, la jonction entre les deux. À ce moment-là, nous arrivons sur le neurone central, N2. Ce deuxième neurone va croiser la ligne médiane, c'est une décussation, voilà, après le relais dans les noyaux graciles et cunéiformes qu'on a vus précédemment. Donc ici, voilà cette décussation, et alors ce deuxième neurone qui a croisé la ligne médiane va monter tout le long du tronc cérébral en position paramédiane, à droite et à gauche, comme ça. Donc on va regarder dans le bulbe, voilà. En position paramédiane, il monte, et ce faisceau parasagittal, c'est le lemniscus médian. Voilà, LM, ici, le lemniscus médian. Donc vous voyez ma flèche, elle montre les fibres qui montent, on a croisé la ligne médiane, donc maintenant je suis de l'autre côté. Hein, et ce lemniscus médian, il est où? Il est dans le tegmentum, en arrière de la pyramide. Clair, hein, facile. Dans le tegmentum, en arrière de la pyramide bulbaire. Donc voilà votre voie qui monte, alors toujours avec une somatotopie, une organisation, on va pas trop s'embêter. Alors, on va analyser à chaque étage, la position, c'est juste pour la montrer, mais vous la connaissez déjà, on l'a déjà faite. Alors je vous montre, on regarde ça, puis si vous avez des petits dessins qui vont avec, vous pouvez bien mettre LM, lemniscus médial. Vous avez compris que du cordon dorsal, hein, le nom change, cordon dorsal dans la moelle, et au deuxième neurone, ça devient lemniscus médial en fait. Hein, c'est la voie qui monte comme ça de chaque côté de la ligne médiane. Allons voir un peu plus haut. Déjà en IRM, au niveau bulbaire, j'y vois pas grand-chose. La voie, elle est probablement quelque part par là, en arrière de la pyramide, mais franchement, là, on n'y voit rien. Au niveau du pont, vous vous rappelez
que cette voie, c'était celle qui séparait la région du pied qui est en avant et la région du tegmentum qui est en arrière. Donc ce grand rideau de voie ascendante dont le lemniscus est un grand représentant. Voilà, donc ça c'est la même chose. Et vous vous rappelez que cette limite, elle n'est pas très facile à voir en fonction de la densité des fibres quand même. Bon, voilà, le tegmentum est là, donc le lemniscus, il est quelque part par là, mais franchement, on ne peut pas dire qu'on le voit de manière très claire. Bon, ça va peut-être changer, parce qu'il y a des IRM à 7 Tesla, notamment, on commence à voir chez l'homme des images en 7 Tesla. Vous savez que les IRM banales sont à 1,5, maintenant elles sont de plus en plus à 3 Tesla, et puis il y a des 7 Tesla qui marchent déjà. On a fait des très belles images de l'hippocampe, qui montrent en finesse l'anatomie de l'hippocampe. On continue, on monte, et vous vous rappelez, j'avais dit, oui, au niveau du mésencéphale, il y a le noyau rouge qui prend la place du lemniscus, donc le lemniscus se retrouve refoulé en dehors, voilà la position en dehors du noyau rouge, dans le tegmentum. Il est bien en arrière du locus niger, bon c'est évident, hein, c'est vraiment le dessin là, en arrière du locus niger, dans le tegmentum, et en arrière et en dehors du noyau rouge. D'accord? Voilà. Alors, la voie continue, c'est toujours le deuxième axone qui monte là. Traverse le mésencéphale. Alors j'aurais dit quelque part par là, quelque part par là. Vous voyez, c'est pas très précis. Hein. On continue. Et cette voie qui est montée comme ça dans le pont, dans le mésencéphale, etc., eh bien, cette voie arrive enfin au deuxième relais, le relais thalamique. Alors, le relais thalamique, c'est un noyau du thalamus qu'on va appeler le noyau ventral postérieur, VP, ventral postérieur, mais il est latéral, celui-là, VPL. Ventral postérieur latéral, VPL. Donc ici, dans le thalamus, vous voyez, il y a tout un réseau de fibres ici au milieu qui coupe le thalamus en deux parties, une partie interne, une partie externe, médiale, latérale, et en plus, il y a des noyaux qui sont dorsaux, donc ici on a des noyaux qui sont dorsaux, donc dorsales, et les noyaux qui sont en dessous, c'est des noyaux qui sont ventraux, donc ventral, en dessous. Donc, on est en dehors, latéral, on est ventral, en bas, et en plus on est postérieur, VPL, ventral, postérieur, latéral. Voilà. Donc c'est ce noyau qu'on voit là, celui-là, qui est formé par les corps cellulaires du troisième neurone, le neurone thalamo-cortical. Ils sont là. Ils reçoivent l'information du deuxième neurone qui a monté tout le long du tronc cérébral. D'accord? Voilà. Alors, à partir de là, d'abord dans ce noyau, il existe une véritable organisation. Si je prends ce noyau, on va le grossir avec un gros noyau comme ça. Il y a juste le VPL et on va mettre le VPM. Donc ça, c'est le VPL. Alors au-dessus, il y a un autre noyau. Et puis là, il y a une lame interne, une lame médulaire, dans laquelle on met des noyaux. Je vais vous marquer ici les noyaux intralaminaires. Et là, on aura un gros noyau qui est le noyau dorsomédial, DM, dorsomédial. Ou médio-dorsal, c'est pareil, c'est pas grave. Donc, dorsomédial. Voilà, ça veut dire que le troisième ventricule, il va être ici, V3, il est là, tout complètement à gauche dans mon dessin. Et là, on est en dehors, vers la capsule interne, puisque ça, c'est le thalamus. Tout ça, c'est le thalamus. Voilà. Et on a le noyau lenticulaire, donc qui va être ici, comme ça, en dehors, avec le putamen. Voilà, putamen. Et le globus pallidus, bien sûr. Donc là, c'est la capsule interne qu'on voit ici, la capsule interne qui descend ici. C'est une coupe coronale. Eh bien, à l'intérieur de ce noyau, là on est en haut, par là on est en haut, par là on est en bas, et puis en dedans et en dehors, d'accord? À l'intérieur de ce noyau, eh bien, on a une somatotopie qui fait qu'on a le membre inférieur qui est en dehors, puis on a le tronc, voilà, avec le membre supérieur. Là, voilà, je fais, donc le membre supérieur qui est plus en dedans, voilà, le tronc, et c'est tout.
car on va voir que la tête, c'est beau, hein, la tête, voilà, la tête, elle, oui, on fait un peu d'expérimentation animale, mais là on a des mutants, on a un peu cloné, ça n'a pas très bien marché, voilà ce que ça fait. Donc la face, hein, les projections du trijumeau, en fait, sont dans un autre noyau qui est plus en dedans, et qui est le ventral postérieur médial, du coup, puisqu'il est plus en dedans, le VPM. VPM, d'accord? Bon, il ne fume pas de cigarette là, hein, c'est un défaut de dessin. Voilà. Alors donc, il y a une organisation tout le long des voies. On l'a vu dans la colonne dorsale, on l'a vu au niveau du lemniscus, où il y avait aussi toujours cette somatotopie, dans le relais thalamique, hein, et on va voir ensuite dans la projection donc du troisième neurone. Alors, donc j'en étais à ce troisième neurone qui a pour origine le thalamus, le VPL, hein, il forme le noyau VPL. Donc, voilà. Alors, vous voyez que ce troisième neurone qui est ici, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va se projeter, le troisième neurone, c'est le neurone thalamo-cortical, il va se projeter sur le cortex pariétal, c'est-à-dire sur le gyrus post-central, qui va présenter une véritable organisation, une véritable somatotopie. Je regarde ma diapo suivante parce que je crois avoir mis, voilà, hein, le gyrus post-central, tout simplement, il est en arrière du sillon central. Voici le sillon central, hein, puisqu'en avant on a l'aire 4, l'aire motrice primaire M1 en avant. Eh bien là, on est dans l'aire motrice, l'aire sensitive primaire, hein, on dit somesthésique primaire pour bien parler, voilà. Et on s'aperçoit que ce gyrus post-central est limité par les deux sillons, hein, en avant le sillon central, en arrière le sillon post-central, qui est en arrière, post-central, et entre les deux, tout le gyrus post-central. Or, cette terminaison se fait selon deux critères. Le premier critère, c'est selon plusieurs cartes organisées, plusieurs somatotopies. Et alors, Brodmann a du coup décrit des aires qu'on appelle, on les voit ici, les aires 3A, 3B, 2 et 1. Là, je suis d'avant en arrière, du sillon central au sillon post-central. C'est les aires qu'on voit là, qui ne sont pas complètement développées, 3A, 3B, 1 et 2. Bon, j'ai rajouté un petit peu de 5 qui déborde. Voilà. Il y a donc ici plusieurs cartes, plusieurs somatotopies qui répondent à des stimuli différents, qui répondent à des modalités sensitives différentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que pour vous, ce ne sera pas extrêmement précis. Retenez simplement une chose, c'est que dans les atteintes du cortex, vous avez de ce cortex, vous avez des troubles quand même de haut niveau qui apparaissent, et notamment ce qu'on appelle la stéréognosie qui est touchée, c'est-à-dire par exemple la reconnaissance des objets par le toucher. Vous savez très bien, les yeux fermés, vous prenez une gomme, un crayon bille, n'importe quoi, vous pouvez dire c'est du bois, c'est du fer, c'est du plastique, ça a telle forme et c'est tel objet, en général. Hein, ce qu'on appelle la stéréognosie. Stéréo, c'est donc dans l'espace, hein, c'est la forme, et gnosie, la connaissance. Voilà. Donc en général, quand on a des lésions pariétales, on a une astéréognosie, hein, qui est liée à l'atteinte de ce cortex pariétal. Plusieurs cartes. Je rappelle bien sûr qu'il existe une somatotopie qui dépend de la richesse en récepteurs. C'est pour ça que l'homonculus ici est déformé, comme dans la motricité, il est déformé, car par exemple la pulpe des doigts est extrêmement riche en récepteurs, donc les doigts sont très fortement représentés, alors que le dos du pied, par exemple, est peu représenté, ou même la région du dos, hein, tout simplement, est peu représentée. On n'a pas une sensibilité très fine dans ces régions-là. Donc, il existe une somatotopie qui est en fonction de la richesse, étendue en fonction de la richesse des récepteurs de chaque région. Voilà. Et enfin, c'est vrai que vous verrez que dans le cortex,
les neurones sont organisés en colonnes à l'intérieur des 6 lames. Il existe des colonnes, et là je ne vais pas développer. Voilà. Voilà donc notre voix. Elle vient de la périphérie. Elle a monté dans les cordons dorsaux, du même côté. Arrivée en haut de la moelle, elle croise, elle relaie et elle croise. Ensuite, elle monte dans le tronc cérébral en position paramédiane, le lemniscus médian. Elle fait relais dans le VPL et elle se projette dans le pariétal. Point final. D'accord? Et le croisement, il est dans le bulbe bas. Il est au-dessus de la moelle. Donc ça, c'est fondamental. En conclusion, je vous ai sorti ces mots-clés. Les derniers mots-clés qui sont importants, c'est de dire que c'est une voie très myélinisée et donc une voie très rapide. Par exemple, vous verrez probablement en sémiologie que pour tester cette discrimination, on a l'épreuve, alors classiquement c'est l'épreuve du compas de Weber, où on prend 2 petites pointes, comme un compas avec 2 pointes, et quand on rapproche les 2 petits... faut pas être douloureux comme stimulation, sinon c'est plus la même voie. Eh bien, ces 2 petites pointes, on les rapproche, on rapproche. Bon, il y a un moment donné, elles sont tellement proches, on a l'impression d'avoir qu'un seul point, si vous voulez. On s'aperçoit que si on est très léger, on n'entraîne pas de stimulation douloureuse, les 2 points sont quand même très proches l'un de l'autre, et donc c'est ce qu'on appelle un grand pouvoir de discrimination. C'est une voie discriminative. Donc ça, on le voit avec le compas de Weber. Maintenant, on va passer à la douleur, les voies de la douleur. Alors là, c'est un peu compliqué. Le problème des voies de la douleur, c'est que, ça vous l'avez vu en physio, ou vous allez le voir, je ne sais pas, très globalement, la douleur, c'est quelque chose de complexe qui va présenter dans le temps déjà une succession de phénomènes qui ne sont pas les mêmes. En général, vous avez d'abord une sensation très aiguë, c'est la première douleur, first pain, cette première douleur qui est très rapide et qui est, je dirais, plutôt localisatrice. Alors, le fait que cette première douleur ici soit rapide, donc là c'est pas dans le poly, je rajoute quelques éléments, veut dire que déjà, ici, ça va être véhiculé, cette sensation va être véhiculée par des fibres qui sont un peu myélinisées. Faiblement, mais elles le sont quand même. Donc c'est un petit peu plus rapide. Par contre, il existe, alors ça, ce sont, vous verrez, il y a les fibres, il y a des catégories de fibres. Les fibres non myélinisées, c'est les fibres C. Et puis après, il y a des fibres, on remonte comme ça, A, B, C et D. Donc, on va avoir des classes de fibres plus ou moins myélinisées ou pas du tout myélinisées. Et justement, la deuxième sensation, c'est une sensation beaucoup plus tardive, plus lente, plus diffuse, peu discriminative, mais qui donne vraiment la sensation de douleur. Et là, c'est une douleur lente et véhiculée par des fibres C. Là, ce sont des fibres qui font 2 mètres secondes à peu près, alors que les premières, elles sont plus près des 20-30 mètres secondes. Alors que normalement, les fibres de la sensibilité lemniscale, là, les cordons postérieurs, ça peut monter à 50-60 mètres secondes. Là, on est dans les bases de l'électromyographie. C'est la neurophysio qui vous fait tout ça. Donc, revoyez en fonction de ce cours. Mais, vous voyez, c'est important de voir qu'il y a des fibres qui ne sont pas du tout myélinisées, des fibres un peu plus myélinisées dans les voies de la douleur. Ainsi, on va pouvoir séparer plusieurs systèmes. Tout d'abord, une voie qu'on va appeler antérolatérale. Alors, cette voie antérolatérale, ce sont des fibres. J'ai un peu modifié par rapport à mon poly, j'ai un peu modifié le cours. Et c'est le cours qui va prendre le dessus par rapport au poly. D'accord? Parce que j'ai encore fait des modifs ce matin même. Vous voyez, alors, c'est quand même récent. Donc, la voie antérolatérale, c'est une voie qui va remonter au thalamus et au cortex cérébral, bien sûr. Donc, on va avoir des fibres de type spinothalamique,
on va voir, qui remonte au thalamus puis au cortex, mais aussi une certaine diffusion de l'information dans le tronc cérébral, c'est-à-dire vers la réticulée. Donc, on aura des projections spino-réticulaires. Bon. Quelque chose d'assez récent a été décrit, là, c'est vraiment d'une dizaine d'années, qui dit que simplement, dans la colonne dorsale qu'on a vue tout à l'heure, là on avait la voie de la colonne dorsale, la voie lemniscale après, colonne dorsale lemniscale. Bon, eh bien il y a aussi des voies de la douleur qui empruntent aussi cette voie de la colonne dorsale, donc je vais en parler, et il s'agit essentiellement de douleurs viscérales. Donc il y a une deuxième voie que je vais vous mettre en évidence. Oh là, j'ai fait une... voilà. C'est la voie de la colonne dorsale, et je crois qu'en physio, on vous en parle aussi un petit peu, mais elle véhicule surtout de la douleur de type viscéral, la douleur du cœur, des organes. Et alors on va voir que c'est encore un peu plus compliqué, parce que en fait il y a d'autres projections, et elles sont assez importantes, parce que ces projections interviennent dans des réflexes, bien sûr, mais aussi dans les affects, notamment au niveau de l'amygdale, dans les réponses émotionnelles et végétatives par rapport à la douleur. Vous savez très bien qu'une douleur intense va entraîner tout un ensemble de réponses, vous allez suer, vous êtes pâle, vous êtes tombé dans les pommes, etc. Et donc là, on voit comment d'un système de la douleur, on est en train d'influencer sur le système végétatif par le biais de l'hypothalamus notamment, et aussi par le biais du système limbique, par l'affect qui est perçu à ce moment-là. Bon, voilà. Quelles sont donc les modalités véhiculées par ce système antérolatéral? 1. On aura des récepteurs, donc des mécanorécepteurs, donc récepteurs mécaniques, et des récepteurs mécanothermiques, mécaniques, mécanothermiques, et des récepteurs polymodaux, qui répondent à tout. C'est-à-dire à l'agression chimique en plus, de mécanique et de température. Donc, mécanique et thermique, et puis polymodaux. D'accord? Voilà un peu les grandes modalités et les grands types de récepteurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est de la neurophysiologie, donc vous reverrez tout ça, et vous verrez que leur seuil de réponse est très important, puisque un récepteur mécanique banal peut répondre à une douleur, un stimulus puissant, mais il va pas répondre très fort. Lui, il a un seuil où il se déclenche, mais au-dessus, il répond pas plus. Donc c'est pas efficace. Alors que les récepteurs à la douleur sont des récepteurs qui ont un seuil plus élevé et qui vont répondre à des agressions plus fortes. Et là, attention, c'est un signal d'alerte. Car les systèmes de la douleur sont très importants. Ce sont des systèmes de protection de l'individu et de l'espèce. Car si on sentait pas les brûlures, par exemple, vous pourriez prendre... et alors les gens, c'est le drame. C'est le drame du diabète, c'est le drame de la lèpre, c'est le drame de toutes les lésions ou des maladies qui éliminent complètement les sensibilités, c'est que ça devient dangereux. Si on ne ressent plus rien, le diabétique qui ne sent plus parce que ses nerfs sont atteints en périphérie, il ne sait pas qu'il a au niveau du pied, il a une petite épine là qui lui est rentrée dedans, ça s'infecte, etc. Puis ça finit par une amputation. Parce qu'en fait, c'est en train de lui ronger complètement son extrémité, il s'en rend même pas compte. Et il va perdre son pied. Avec des risques de gangrène, etc. Donc ça devient très dangereux. Donc vous voyez, le rôle important de la sensibilité dans la protection de l'individu, et donc de la douleur. Voilà. Alors c'est là où je vous ai mis les deux types de fibres, les fibres de la douleur, un peu myélinisées de faible calibre à delta 20 mètres secondes environ, et les fibres non myélinisées, vous voyez, qui sont de l'ordre de quelques mètres par seconde, donc qui sont très lentes. Alors, ce système antérolatéral, avec la voie spinothalamique, il est basé sur 3 neurones de relais, mais en fait, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué. Alors, le premier neurone, comme d'habitude, là, c'est facile, c'est un neurone périphérique, pseudo-unipolaire, dont le corps cellulaire est dans le ganglion dorsal. Bon, c'est toujours pareil, c'est l'introduction, premier neurone, voilà. Le prolongement périphérique vient de la peau, avec les récepteurs.
et puis le prolongement central rentre dans la moelle. Bon, voilà, c'est comme d'habitude. Mais, la grande différence, c'est que quand il rentre dans la moelle, alors il y a un petit détail, je ne vous l'ai pas mis vraiment ici, c'est qu'il ne rentre pas direct, il va rentrer, puis il va monter et descendre de 1 ou 2 segments médulaires. Bon, c'est pas grave, ça fait un petit faisceau, le faisceau de l'issoère, c'est pas très important. Enfin, du moins dans les médias. Eh bien, ce qui est important pour vous, c'est de savoir que ce premier neurone pénètre dans la corne dorsale, la voici, et fait relais dans la corne dorsale à chaque niveau. Voilà. Donc le relais, il est immédiat. Je rentre dans la moelle, et à 1 ou 2 segments près, je fais relais. Relais immédiat, ou presque immédiat. Bon. Relais avec quoi? Donc ça veut dire que la corne dorsale de la moelle spinale est le premier relais des voies de la douleur. Ce qui signifie que tous les mécanismes de contrôle et de régulation vont jouer déjà sur la corne dorsale, on va les voir tout à l'heure, évidemment. Donc, je pénètre dans la corne dorsale et je fais relais avec mon deuxième neurone, N2. Voilà. Ce deuxième neurone, lui, va alors croiser la ligne médiane. Donc la décussation se fait à chaque niveau. C'est fondamental, notamment vous allez voir dans les syringomyélies que donc ce sont ces voies qui sont atteintes, parce que dans ces affections qu'on appelle la syringomyélie, hein, la lésion, le syrinx, hein, eh bien c'est une lésion qui est centrale. Et elle ne va toucher que les fibres qui sont au milieu, seulement les fibres qui croisent. Ça veut dire que seules les voies de la douleur et de la température sont atteintes, et non pas les voies de la sensibilité superficielle. Il y aura alors une dissociation entre une atteinte de la douleur, qui est complètement annulée, hein, anesthésie, et au contraire une préservation dans la même zone du tact superficiel. Vous touchez, c'est bon, vous piquez, ben on sent pas. Voilà. Hein, donc ça, c'est la base de la syringomyélie, on va le voir tout à l'heure. Ce faisceau, donc, ce deuxième neurone, croise la ligne médiane, et de l'autre côté, va monter dans le cordon ventral et le cordon latéral. Ventral ou antérieur, hein, c'est pareil, hein, bien sûr. Le cordon ventral, le cordon antérieur, et puis le cordon latéral. Donc c'est assez large, c'est assez diffus quand même, là-dedans, ça fait un grand faisceau. Hein. Je vous l'ai mis en violet, et là on est en train de monter maintenant vers le tronc cérébral. C'est le deuxième neurone. Voilà. D'où le nom du système antéro-latéral, hein, le système de la douleur et de la température. Antéro-latéral. Alors, on va poursuivre. Donc vous voyez que dans la corne dorsale, le relais, il est superficiel, couche 1 et couche 5, profond. Il y a 2 types de projections, couche 1 et couche 5, lame, enfin c'est pas les couches, c'est des lames, hein. Lame 1 et lame 5, les laminations de Rexed dont je vous ai parlé précédemment. Voilà. Alors, on poursuit. Ce faisceau qui était latéral, antéro-latéral, il monte. Dans le bulbe, on le retrouve en dehors et en arrière de l'olive. Olive inférieure, vous vous rappelez le rôle de l'olive inférieure dans le cervelet. En arrière de l'olive, le faisceau antéro-latéral qui remonte. Je vous ai positionné le lemniscus pour montrer qu'ils sont séparés tous les deux par l'olive. Bon, je continue de monter, donc je dirais que en IRM, la voie elle est quelque part par là, puisqu'on a l'olive qui est quelque part par là, OI, et là on a ST spinothalamique. Ensuite, on continue de monter, la même voie continue, elle est toujours en dehors du lemniscus médian. Donc le lemniscus médian est là, et on a ce faisceau, là, en dehors du lemniscus médian. C'est assez facile, hein, c'est le même axone qui monte toujours. Hein. Il traverse le bulbe, en arrière de l'olive. Il traverse le pont, en dehors du lemniscus. Il reste toujours en dehors du lemniscus. Voilà. Et à ce moment-là, il arrive dans le mésencéphale, toujours le même axone, en dehors du lemniscus. Donc c'est ici. Voilà, le lemniscus présent dedans. C'est assez facile. Bon. Évidemment, vous dites, bah, la cible de ce deuxième neurone, c'est le thalamus. Le thalamus, et on va voir que c'est un peu plus compliqué que la voie lemniscale. Voilà. Alors, le thalamus, c'est d'une part un petit peu de VPL, ventro-postéro-latéral,
Ce ne sont pas tout à fait les mêmes neurones que la voie lemniscale, mais on a des projections dans le VPL, mais on a aussi des projections dans d'autres noyaux. Le système est plus diffus, et notamment dans les noyaux qui sont situés dans cette lame blanche qu'on voit ici, les noyaux de la lame médulaire interne. Les noyaux de la lame médulaire interne. Donc, LMI, interne. Donc, il y a plusieurs noyaux, dont un noyau qu'on appelle le centre médian, et un noyau qu'on appelle le parafasciculaire. Bon, à la limite, hein, si vous mettez les noyaux de la lame interne, ça va, hein, on va pas... Voilà, vous savez que c'est plus large que le VPL, il y a d'autres noyaux, et notamment ceux qui sont dans la lame médulaire. Celles qui partagent les noyaux latéraux et les noyaux médiaux, bah, dedans il y a des petits noyaux, le centre médian et le parafasciculaire. Bon. Et puis, il y a encore d'autres noyaux qui sont situés plus en arrière du VPL et qu'on appelle les noyaux du groupe postérieur, de manière globale. Voilà. Donc, vous voyez que la projection est plus complexe pour la voie de la douleur. Hein. VPL, mais pas les mêmes neurones, intralaminaire et d'autres noyaux du groupe postérieur. Et alors, à partir de là, à partir du thalamus, le troisième neurone qui naît de ces noyaux va alors se projeter sur des régions plus complexes aussi. 1. Projection sur le cortex somesthésique. Alors, un peu sur le cortex somesthésique primaire. Alors j'ai mis point d'interrogation, mais apparemment les études ont l'air de confirmer quand même qu'il existe des projections. Surtout, vous avez la composante, vous avez compris qu'il y avait deux composantes dans la douleur. Il y a la composante localisation, qui vient de mécanorécepteurs qui permettent de localiser la douleur. Hein, c'est un certain tact, mais grossier, un tact protopathique. Et puis, vous avez la composante douloureuse proprement dite. Hein, et là, c'est vrai que cette composante n'atteint quasiment pas le cortex somesthésique. Hein, c'est beaucoup plus la composante localisatrice qui va atteindre ces cartes du corps, hein, qui permettent de localiser plus précisément la douleur. Alors, ça, c'est l'aire somesthésique primaire. Il existe une deuxième aire d'intégration un peu plus forte, qui est l'aire somesthésique secondaire, S2. Elle est juste en arrière de l'opercule, S2. En arrière de l'opercule, vous savez, l'opercule, c'est la jonction entre précentrale et post-centrale, là où il y a la face, là, la motricité, la sensibilité de la face. Voilà, hein, l'opercule, c'est la partie basse des circonvolutions centrales et précentrales et post-centrales, hein, la jonction entre les deux. Voilà. Donc, en arrière de l'opercule, l'aire somesthésique secondaire. Mais on s'aperçoit, notamment depuis qu'on fait de l'imagerie fonctionnelle, donc on va stimuler l'individu. Alors évidemment, on va pas sortir l'arsenal de torture, évidemment, mais bon, on fait quand même un petit stimulus électrique ou autre qui génère une sensation désagréable. Et qu'est-ce qu'on voit qui va s'activer dans le cerveau grâce à l'imagerie fonctionnelle? On va voir qu'en plus, on a l'insula, le lobe de l'insula, et notamment l'insula rostrale antérieure, l'insula qui va s'allumer. C'est que dans l'insula, il y a pas mal de réactions liées à la douleur et des réactions végétatives. Hein, c'est-à-dire, par exemple, on stimule certaines régions, puis il y a le cœur qui s'emballe, par exemple. Voyez. Donc, insula antérieure qui reçoit ces informations de la douleur. Et enfin, à la face interne du cerveau, vous avez le gyrus singulaire, et là, on est dans le cadre du lobe limbique, système limbique, qui est le système qui va donner la coloration émotionnelle à la sensation douloureuse. Car à chaque douleur va correspondre toute cette composante affective et émotionnelle. Certains vont énormément être sous la pression de la douleur, vont mal la tolérer, hein, ça va prendre le champ de la conscience très fortement, et puis d'autres vont passer au-dessus de la douleur de manière plus facile. Il y a la composante émotionnelle qui est quand même importante. Voilà. Voilà donc déjà cette voie qui montre une diffusion beaucoup plus large. Cette diffusion, elle est accrue, en fait. Cette diffusion, elle est accrue par le fait qu'au cours de la remontée dans le tronc cérébral, des fibres vont faire relais dans la réticulée.
Donc oui, il y a normalement les fibres, le deuxième neurone, il monte au thalamus. Eh bien, le deuxième neurone peut aussi, au lieu d'atteindre le thalamus, peut aussi atteindre la substance réticulée. Rappelez-vous que la substance réticulée, c'était tous ces noyaux qui se retrouvaient entre les grands noyaux des nerfs crâniens et les noyaux spécifiques. Donc là, on a de la réticulée. Voilà. Tout ça, c'est de la réticulée. D'ailleurs, la réticulée qui est au milieu, c'est comme s'il y avait une couture. Et raphès, en fait, ça veut dire couture. Donc, on les appelle les noyaux du raphé. Les noyaux du raphé, c'est les noyaux qui sont au milieu. Alors, dans le bulbe, dans le pont, dans le mésencéphale. Et là, ce sont des noyaux sérotoninergiques, c'est-à-dire la 5-hydroxytryptamine, la sérotonine. Donc, surtout, sérotonine. C'est des neurones sérotoninergiques qui sont là. Il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que de la sérotonine, mais essentiellement sérotonine. Voilà. Par contre, là, on a d'autres types de neurones qui ne sont pas sérotoninergiques. C'est de la réticulée bulbaire, par exemple ici, qu'on voit à ce niveau-là. Bien. Eh bien, voilà. Donc, pour vous dire, il y a une diffusion de l'information, déjà au niveau du tronc cérébral par la réticulée, et puis même là-haut, au cortex, où il y a plusieurs zones qui répondent. La diffusion sur la réticulée, c'est très important, parce que la réticulée, qu'est-ce qu'elle fait? Très globalement, mais très très globalement. Elle entraîne l'éveil cortical, clac, là-haut. Le système de la réticulée activateur ascendant, éveil cortical. Quand une douleur arrive, il faut que le système soit le plus performant possible pour répondre à la douleur. Il ne faut pas roupiller en un mot. Donc, éveil cortical, important pour une bonne réponse adaptée à la douleur. Agression, fuite, retrait, tout ce que vous voulez, mais il faut être très vigilant. Bon. Ça agit aussi sur le tonus, la réticulée, vous le savez aussi. Bon. La réticulée, elle agit aussi sur des réflexes. Et donc, elle organise, elle coordonne des réflexes. Et donc, elle pourrait être à l'origine de réactions, éventuellement, face à la douleur. Vous verrez, par exemple, dans l'audition, que face à une stimulation forte auditive, il y aura une sorte de réflexe d'orientation où on regarde du côté de ce bruit important qui peut être dangereux pour l'individu en plus. Vous voyez, c'est réaction d'alerte. Alors, maintenant, on a vu la voie spinothalamique et spinoréticulaire, c'est tout le faisceau antérolatéral qu'on a vu, mais je vous ai dit, attention, en plus du faisceau antérolatéral, le voie coordonale, le système coordonal dorsal et lemniscal médial, c'est la suite, c'est pareil, coordonal dorsal, lemniscal médial, lemniscus médian. Eh bien, il y a aussi le système, la voie de la colonne dorsale. La voie de la colonne dorsale, elle est très spéciale. Il s'agit d'abord d'afférences qui sont plutôt d'origine viscérale. Donc ça, c'est la différence. Parce que jusqu'à présent, le faisceau antérolatéral, lui, il vient de la peau. C'est des récepteurs thermiques, chimiques, mécaniques. Donc là, c'est pas dans le poli, ça. C'est pas dans le poli, je suis désolé. Je l'ai rajouté pour mettre à jour un peu. Donc, ces voies de la colonne dorsale, eh bien, véhiculent les douleurs viscérales et regardez comment elles se passent. Premièrement, le premier neurone N1 va traverser la colonne dorsale et attention, le relais va s'opérer au niveau de la commissure grise, donc dans la partie interne, ici, proche du canal central, près du canal central. Donc le relais, donc tous les relais de ces axones, c'est donc proche du canal central, donc c'est très médial, du canal central. Voilà. Là, on a le deuxième neurone. Alors ce deuxième neurone, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans le cordon dorsal et là il va monter. Et ça y est, ce deuxième neurone appartient à la colonne dorsale, au cordon dorsal. D'accord? Voilà, comme la voie épicritique, comme la voie lemniscale. C'est la voie donc ça veut dire que le système de la colonne dorsale que j'avais pas décrit dans la douleur,
Le système de la colonne dorsale, hein, c'est la voie lemniscale normalement. Hein, colonne dorsale plus voie lemniscale. Hein. Eh bien, là-dedans, il y a quelques fibres qui viennent donc de ce relais près du canal central et qui appartiennent à la douleur viscérale et qui montent. Alors elles montent où? Elles montent près du septum. Donc très très médial. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis ici, tout près du septum qui est au milieu. Hein. C'est important parce qu'en chirurgie, il y a parfois des indications dans des cancers extrêmement difficiles à traiter. Il y a eu des indications d'une myélotomie de la ligne médiane. Donc on détruit la région médiale, comme ça, du septum, et du coup on détruit ces deuxièmes neurones qui montent et qui véhiculent la douleur viscérale. Alors après, c'est facile. Après, on rejoint le noyau gracile et le noyau cunéiforme, et on a l'impression qu'on est dans la voie lemniscale. Hein, c'est comme la voie lemniscale. C'est pareil. C'est-à-dire que on a fait relais dans le noyau gracile cunéiforme, on monte dans le lemniscus médial, on fait relais dans le thalamus, etc., etc. Ça monte avec, hein, mais l'origine est différente puisqu'elle a fait relais à l'intérieur ici de la moelle. À chaque segment de moelle, on a fait relais, et le deuxième neurone donc monte près du septum. Voilà. Donc c'est vrai que là, on a un système de la douleur viscérale qui est connu depuis pas très longtemps. Enfin, pour la face. Au niveau de la face, j'ai dit attention, pour l'instant, je viens de faire toute la sensibilité de l'hémicorps, sensibilité fine et sensibilité à la douleur température. Mais je n'ai pas parlé de la face, car la sensibilité de la face est prise en charge par le nerf trijumeau, le 5, quinto. Hein. Et donc, on aura une voie spéciale, que j'appelle ici la voie quintothalamique, qui va véhiculer les informations sensitives de la face. Je rappelle que ce nerf trijumeau, eh bien, c'est un gros nerf sensitif. Je ne parle pas de la racine motrice, évidemment. Je vais parler que de la racine sensitive. Et que ce nerf trijumeau, en fait, il est en rapport avec un ganglion qui, lui-même, vient de 3 branches. 5.1, 5.2, 5.3. Donc on a les corps cellulaires à l'intérieur. On va changer peut-être de couleur. On a les corps cellulaires à l'intérieur. On a les fibres qui viennent de la périphérie avec des récepteurs. Et on a l'axone qui va pénétrer vers le tronc cérébral, bien sûr. Hein. Donc c'est la grosse racine sensitive du trijumeau qui concentre les fibres des 3 nerfs, le nerf ophtalmique, le nerf maxillaire et le nerf mandibulaire. Les 3 branches, 5.1, 5.2, 5.3, qui, je le rappelle, avaient pour territoire la sensibilité des 3 étages de la face. Vous savez, ces 3 étages, ils sont faciles à séparer. Vous prenez les commissures. Hein, c'est les commissures palpébrales, c'est la jonction des 2 paupières, et les commissures labiales. Et vous tirez un trait comme ça, clac, clac. Et ça vous sépare, à partir des commissures, les 3 étages. Donc le front, les paupières supérieures, la cornée pour le 5.1. Toute la région des fosses nasales, des ailes du nez, les pommettes, maxillaires supérieures, avec les dents, les arcades dentaires supérieures, hein, pour le 5.2, et puis le menton, les arcades dentaires inférieures, hein, voilà, pour le 5.3. J'ai dû oublier les fosses nasales pour le 5.2, mais bien sûr, il y a les fosses nasales, sensibilité. D'accord? Voilà, donc c'est les 3 étages de la sensibilité de la face, véhiculés par les 3 nerfs. Et puis, lorsqu'il pénètre dans le tronc cérébral, il va atteindre un très grand noyau, le noyau du trijumeau. Hein. Il a 3 parties, 1, 2, 3, en bleu, comme ça. On a un noyau principal, ça c'est la sensibilité fine, discriminative, c'est le tact. Hein. Noyau principal, le tact, au niveau de la face. Un noyau, une racine mésencéphalique, en haut, dans le mésencéphale. Ça, c'est plutôt de la proprioception, hein, des muscles masséters, etc. Les muscles, voilà. Et puis, ensuite, en bas, vous avez la racine spinale, ou noyau spinal, du trijumeau.
Parce qu'en fait, il va descendre jusqu'à la moelle spinale. Voilà, le noyau spinal ou racine spinale qui est très, très long, il descend, et c'est lui qui traite, qui reçoit les informations douleur, température, thermo-algique. C'est la racine spinale, le noyau spinal du trijumeau qui traite donc ces informations thermo-algiques. Alors, regardons à partir de là comment ça se passe. Je vais faire un petit dessin qui va, vous l'avez de toute manière, un petit dessin, normalement vous pouvez l'avoir, qui nous permet de replacer le nerf crânien au niveau du tronc cérébral. Hein, c'est ça? Ouais. Donc, page 23. Donc, en fait, vous voyez d'abord le nerf crânien qui arrive, le nerf trijumeau, le 5, avec le ganglion trigéminé qui est là, voilà, les axones qui pénètrent dans le pont et dans le tronc cérébral, le noyau du trijumeau avec ses 3 branches, ses 3 parties, d'accord, dans le tronc cérébral, et ça c'était le premier neurone. Donc c'est premier neurone. Ce premier neurone a donc pour but d'atteindre le deuxième neurone, dont les corps cellulaires se sont bien accumulés pour former le noyau du trijumeau, tout simplement. Hein, le noyau du trijumeau, c'est l'ensemble des corps cellulaires du deuxième neurone, hein, enfin des deuxièmes neurones. Donc voilà le deuxième neurone qui démarre, donc soit de là, peu importe. Hein. Ce deuxième neurone, c'est un neurone qui va du noyau du trijumeau au thalamus. C'est pour ça qu'on l'appelle la voie quinto-thalamique. Quinto, je parle du noyau du 5, thalamique, je vais au thalamus. Cette voie croise la ligne médiane, comme d'habitude. Donc elle croise la ligne médiane, c'est N2, le neurone quinto-thalamique qui croise, pour atteindre le noyau thalamique que j'ai décrit tout à l'heure en dedans du VPL. C'était le ventral postérieur médial, VPM. Ventral postérieur médial. Ventral postérieur médial, qui est donc en dedans du VPL. Voilà. Et d'où la somatotopie particulière. On avait l'hémicorps hein, dans le VPL, membre inf, tronc, membre sup, jusqu'en dedans, et la face tombait dans le noyau VPM. C'était la somatotopie précise de tout à l'heure. C'est-à-dire celle-là. C'est-à-dire, voilà, je sais plus où je l'ai mis. Oui, bon, enfin bref. Bon, c'est pas grave. On va pas perdre de temps. Donc, le troisième neurone, N3, c'est le neurone qui part du VPM et qui a pour cible le gyrus post-central, mais dans sa partie basse. Car la partie inférieure à la face latérale, c'est bien la somatotopie de l'hémiface. Vous vous rappelez, la région de l'opercule. L'opercule, c'est la région de la sensibilité de la face et de la motricité de la face, selon qu'on est dans le gyrus pré ou le gyrus post-central. D'accord? Donc, partie inférieure du gyrus post-central, région de l'opercule, opercule rolandique, terme bien connu sur le plan clinique. Alors, voilà. Eh bien voilà, hein, donc ça c'est facile. On termine juste sur un petit mot, qu'en fin de compte, toute cette diffusion de l'information, hein, elle est quand même assez large, via la réticulée, via la colonne dorsale, via le système antérolatéral, voyez, et via encore d'autres projections. Hein, et là, je vais passer, je les cite simplement, des projections assez récentes hein, qui ont été découvertes vers l'hypothalamus, vers le système limbique, l'amygdale, etc. Bon, je vais peut-être pas trop en faire là-dessus. Alors, la douleur, il faut la contrôler. On a 2 moyens de contrôler la douleur. Le premier moyen, vous le faites en neurophysiologie, c'est le contrôle à chaque niveau de la moelle spinale. Je vous préviens tout de suite, la sensibilité, je vais sûrement la faire en 5 minutes de plus.
Hein, on fera la pause, bien sûr. Hein, mais par contre, l'audition, elle sera sûrement plus courte. Donc, je vais compenser un peu. Hein, donc là, je vous demande surtout, j'aurais aimé finir à la fin en vous montrant des applications sémiologiques, cliniques, hein, toutes les corrélations intéressantes qu'on peut faire pour la sémiologie. Alors, ici, contrôle segmentaire à chaque segment de moelle. Il existe des dispositifs de contrôle que voici. Ça s'appelle le contrôle de porte, le gate control, hein, qui est le terme consacré, le gate control. Il existe une interaction entre les voies lemniscales, hein, ou cordonales postérieures, hein, les lemniscales, cordonales postérieures, lemniscales, c'est-à-dire les voies rapides. Voilà, les voies rapides. Ça, c'est la voie lemniscale ou cordonale postérieure. Cordonale postérieure, hein, c'est pareil. Voilà. Donc là, c'est une voie très myélinisée avec le système antérolatéral qui est lent. Donc j'ai mis les fibres C, hein, non myélinisées, et A delta qui sont faiblement myélinisées. Donc, et ici, plus en dehors, j'ai mis les fibres très myélinisées, très rapides de la voie lemniscale. Donc d'un côté, on a température plus douleur. De l'autre côté, on a le tact, hein, et toute la sensibilité profonde. Tact, sensibilité profonde, etc. D'accord ? Voilà. Or, lorsqu'on a une lésion, lorsqu'on a un stimulus douloureux, il va y avoir quand même une volée d'afflux plus rapide qui va arriver par le biais de la voie la plus rapide, la voie lemniscale, ou la voie, appelons-la cordonale postérieure, si vous voulez, parce qu'elle rentre dans le cordon postérieur. Bon. Cette voie, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors que l'influx douloureux n'est pas arrivé à la corne dorsale, eh bien, elle va stimuler un interneurone inhibiteur qui bloque, ici, il va bloquer, en fait, le premier relais de la douleur. Voilà. Donc, la voie rapide bloque le premier relais, c'est-à-dire la corne dorsale, hein, le premier relais de la douleur, de la voie spinothalamique, dans la corne dorsale. Elle le bloque en premier parce qu'elle est plus rapide. Et ça, c'est par le biais d'un interneurone inhibiteur. En fait, on va voir que quand la volée d'influx arrive, en second temps, eh bien, à ce moment-là, on va avoir une libération de cette inhibition, et puis le passage quand même de la douleur, bien sûr, parce que c'est le but. Hein. Mais lorsque la voie spinothalamique adresse son message douloureux, elle l'adresse sur un premier relais qui est déjà modulé par la voie rapide. Voilà. Et modulé dans le sens négatif. D'accord ? Ça s'appelle le gate control, et je vous ai fait le schéma général ici, par le biais de cet interneurone inhibiteur, qui va inhiber le premier relais de la douleur, c'est-à-dire le premier relais de la voie spinothalamique. D'accord ? Vous voyez d'ailleurs le deuxième neurone ici, qui est en train de croiser la ligne médiane, comme d'habitude, pour former la voie antérolatérale, hein, évidemment. Hein, c'est le premier relais de la douleur. Voilà. Regardons maintenant d'autres systèmes. Il s'agit d'un contrôle non plus à chaque segment de moelle, à chaque relais, mais il s'agit d'un contrôle qui vient d'au-dessus, du tronc cérébral. Et là, c'est la réticulée qui a un rôle. Alors, je vous l'ai dit, il y avait plusieurs systèmes. Le premier système, on est dans le mésencéphale. Vous avez le canal cérébral, qui est ici, bon, l'adulte de Sylvius, hein, d'accord. Donc, ici, vous avez ce canal central, et vous avez tout autour la substance grise péri-aqueducale. Donc, la substance grise péri-aqueducale. On sait très bien que lorsqu'on stimule la substance grise péri-aqueducale, on bloque la douleur. Chez l'animal, c'est extrêmement efficace. Pourquoi ? Parce que
la substance grise périaqueducale va d'abord se projeter sur les noyaux du raphet. Projection sur les noyaux du raphet. Voilà. Et les noyaux du raphet eux-mêmes vont se projeter sur le premier relais de la douleur. R1. Premier relais, donc dans la corne dorsale. C'est un système sérotoninergique, je l'ai dit tout à l'heure, que ces noyaux du raphet sont des noyaux sérotoninergiques. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils activent des interneurones dans la corne dorsale. À chaque fois, il y a un petit interneurone. Et il faut savoir que dans la corne dorsale, parmi les interneurones, vous en avez à type endorphine, encéphaline, dynorphine, etc. Vous voyez? Et c'est très important parce que ce sont des molécules, ce sont les morphines endogènes. Endorphines sont des morphines endogènes. Et c'est pour cela que la morphine, qui est un produit extérieur, par sa ressemblance avec les molécules internes propres à notre corne dorsale, peut agir de la même façon que nos propres molécules endogènes, peut agir pour apaiser la douleur. C'est le rôle de la morphine. D'accord? Eh bien, c'est donc ces nombreux interneurones qui seront mis en jeu par les systèmes descendants pour contrôler, inhiber le premier relais de la douleur. Alors ensuite, on va encore un peu plus loin sur un autre problème. Vous savez tous que quand on fait un infarctus cérébral, cardiaque, un infarctus cardiaque, eh ben, au lieu d'avoir mal au cœur, on a mal au bras gauche. Je dis, tiens, c'est idiot. Le bras gauche n'a aucun rapport, le cœur, il n'est pas dans le bras. Et pourtant, on a une douleur dans le bras gauche. Alors, ça s'appelle les douleurs projetées. Si vous cherchez en anglais, ça sera les referred pain. Douleurs projetées. Merci. Voilà. Referred pain, c'est les douleurs projetées. C'est connu depuis les années 1800 et quelques. C'est Head, H-E-A-D, qui en parlait déjà avec un schéma. Et en fait, bizarrement, chaque organe va projeter une douleur sur la surface du corps, comme le cœur sur le bras gauche, par exemple. Pourquoi? Parce que il y a convergence sur le deuxième neurone, convergence de fibres de la douleur, donc somatique et viscérale sur le même neurone. Par exemple, somatique, ça, c'est la sensibilité, c'est la sensibilité douloureuse du bras gauche, par exemple. Donc, je vais marquer ici bras gauche, somatique. Ça, c'est ce qui véhicule les douleurs du bras gauche, toute la zone. Et ici, c'est ce qui va, des fibres qui viennent du cœur. Et le problème, c'est qu'elles convergent vers le même neurone. Ce qui fait qu'on trompe l'organisme et on ne sait pas, lorsqu'on a une douleur du bras gauche, si c'est le bras qui a mal, parce que c'est les fibres de la douleur du bras, le système spinothalamique par rapport au bras qui envoie des influx, ou si c'est le cœur qui envoie des influx douloureux. Et donc, le sujet qui fait un infarctus a une douleur projetée dans le bras gauche. Chaque organe, et le voici, là, chaque organe va entraîner une projection cutanée, c'est le schéma de Head qui est là. Alors c'est très étrange, parce que je me suis amusé à chercher un peu dans la littérature les schémas de Head, comme ça, des douleurs projetées. C'est un vrai bazar. Chacun fait son petit schéma, et c'est pas toujours très bien calé. Alors bon, c'est un peu global, je pense. C'est le cœur des schémas qui est intéressant, et pas trop la périphérie. Mais l'essentiel y est quand même. Vous voyez, le cœur sur le bras gauche, tout le monde le fait, ça, y a pas de problème. Vous avez des organes qui se projettent. L'estomac, l'estomac, il se projette à peu près au même endroit que la région épigastrique. Bon, c'est assez banal. Et puis d'autres qui se projettent en décalage, comme le bras et le cœur. Voilà. Mais c'est quand même intéressant, si vous voulez, parce que une douleur de l'urtère, eh bien, vous voyez, c'est pas évident. Où les gens ont mal pour des douleurs profondes. Donc c'est intéressant de regarder tout ça.
Voilà. Eh bien, juste en annexe, je vous montre maintenant quelques applications. Regardez. Premièrement, je vais, une seule peut-être, mais non, deux. Le syndrome de Brown-Séquard. Vous l'avez, non, la CMO n'a pas démarré encore. Vous allez faire le syndrome de Brown-Séquard, c'est simplement l'hémisection de la moelle. Un accident, un traumatisme de voiture, enfin, vous voyez, accident de voiture, gros traumatisme, et la moitié de la moelle est lésée. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans cette moitié de moelle, qu'est-ce qu'on a? Vous savez tout maintenant. Vous avez des voies en rouge qui descendent. Ça, c'est les voies pyramidales. Donc déjà, vous savez que vous avez un syndrome pyramidal du même côté, puisque à partir de la lésion qui est ici, eh bien, il n'y a plus de commande pyramidale du même côté. Donc, on se retrouve avec un syndrome pyramidal homolatéral à la lésion. Deuxièmement, on vient de couper ici le cordon dorsal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je coupe le cordon dorsal, toutes les informations qui viennent d'en dessous, qui montent dans le cordon dorsal, ne passent plus dans le cordon dorsal. Donc ça veut dire que j'ai une hémianesthésie sous-jacente à la lésion du même côté. Donc le tact homolatéral. Sous-jacent, évidemment. Alors, ça dépend si c'est coupé en haut ou si c'est coupé en bas. En haut, c'est l'hémicorps. Au niveau thoracique, c'est juste membrin, un peu de tronc et du membrin qui sera en déficit sensitif. Donc une anesthésie au tact homolatéral. Donc ce que j'ai appelé un syndrome cordonal postérieur du même côté. Mais, en plus, j'aurais coupé la voie antérolatérale, ici, mais cette voie antérolatérale, d'où elle vient? Eh bien, ce sont toutes les informations qui viennent de l'autre côté, qui ont croisé la ligne médiane et qui montent dans cette voie antérolatérale. Et donc, j'aurais, en plus que du même côté que l'hémiplégie, j'ai le tact qui a disparu, mais de l'autre côté de l'hémiplégie, j'ai la douleur et la température qui aura disparu. Une anesthésie à la douleur et température. Donc, j'ai mis ici un syndrome spinothalamique, j'ai mis controlatéral. C'est douleur, température de l'autre côté. Voilà. Et si vous connaissez vos voies de la sensibilité, mais c'est d'une évidence totale à ce moment-là. Alors regardez maintenant si je monte sur mon toit, je répare la cheminée, je me casse la figure, et paf, je me fais une syringomyélie, ce qui peut arriver dans des traumatismes, ce qui peut arriver aussi hors traumatisme. Mais souvent, c'est pendant un traumatisme. Alors je fais une syringomyélie, c'est-à-dire un syndrome centromédulaire. Voilà. C'est un trou, une cavité en plein milieu de la moelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? La motricité, elle passe. Il n'y a aucune raison. La motricité, elle est dans le cordon latéral. Elle passe pas au milieu. Donc, je ne suis pas paralysé. Pas de syndrome pyramidal. Deuxièmement, la sensibilité qui vient du cordon postérieur, droit ou gauche. Le cordon postérieur n'est pas touché. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de syndrome pyramidal, pas de déficit moteur. Je n'ai pas de trouble de la sensibilité superficielle, le tact, le toucher, la sensibilité vibratoire. Tout passe, c'est parfait. Par contre, je m'appuie sur la plaque électrique et ça sent le cramer, je ne m'en rends pas compte. Eh oui, là j'ai un trouble qui est lié à l'atteinte élective, dissociée, complètement dissociée, de la voie, la seule voie qui croise au milieu, et justement là où il y a l'atteinte, c'est la voie spinothalamique. Alors à ce moment-là, tant qu'il y a la lésion, la fente, rien ne passe. Donc tout le long, par exemple en thoracique, je vais avoir une anesthésie étagée sur le thorax où je ne sens plus la température et la douleur. Par contre, vous imaginez bien que les voies de la douleur qui viennent de la jambe, là, du membre inférieur, bon, elles croisent, et après elles montent dans le cordon latéral, antérolatéral. Or, là-haut, là où il y a la lésion, le cordon latéral, lui, il est pas du tout lésé. Donc, toutes les informations qui viennent en dessous de la lésion, ou les informations qui viennent encore plus au-dessus de la lésion, elles passent, elles croisent, elles montent, elles ne sont pas lésées au niveau de la lésion, puisque la lésion est centrale, elle n'est pas latérale. Donc effectivement, j'aurai alors un syndrome qui est suspendu, merci, super, suspendu, puisque ici, en dessous, ça passe, au-dessus, ça passe, et dissocié, puisqu'il ne concerne que
la voie spinothalamique, c'est-à-dire la douleur et la température, alors que la sensibilité lemniscale est tout à fait normale. Et ça, c'est encore une fois la corrélation anatomoclinique qui vous le fait comprendre nettement. Alors bon, puis vous verrez, il y a un syndrome thalamique. Bon, ça c'est des douleurs qui sont très fortes, qui sont liées encore à des problèmes de contrôle entre les voies rapides et les voies lentes, les voies de la sensibilité fine et les voies donc de la douleur, de la température. Je ne vais pas rentrer là dans ces détails. Voilà, on arrête là et on va faire un petit peu de pause. Et après on va prendre la vision. Ou peut-être l'audition qui sera plus courte. Ça sera mieux.